T'es nouveau? Ouais, on est arrivé hier. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Michael, je m'appelle Michael. C'est Michael, le nouveau du petit français. Bonjour ou bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode du Tambourin, le podcast du Ciné Tambour. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Amandine, Bonjour. de Tiffaine Bonsoir. et de Donatien. Salut. Ça va les gars? Ça va roule, super et toi? Super, génial. Mia, Si, ça va d'ailleurs. très bien, merci. Oui, Mia, tu t'es pas présentée. Eh bien, Mia, enchantée. Étudiante en L3 cinéma, Voilà. avec tout le La monde, comme biographie, tout le monde. Ouais. finalement. Avant de vous parler des magnifiques films qu'on a pu voir hier soir au Tambour, à savoir Tomboy de Céline Sciamma et Victor Victoria de Black Edwards, autour de la séance Here Come Trouble, je vous rappelle notre dernière séance de l'année, la semaine prochaine, une séance Kung Food, où on aura la chance de voir Le Festin chinois de Tsuo Ark, Tsui Ark, ok, et Tom Popo de Juzo Itami. Donc on vous attend nombreux pour cette dernière séance, pour se dire au revoir tous en larmes. Et le petit quiz à la fin aussi. Et oui, bien sûr, exactement. Ça, j'avais oublié. Mais bon, revenons à Tomboy. Je te laisse, Amandine, nous en parler un peu plus du film, de la réal, tout ça. Eh ben oui, allons-y. Alors, Tomboy, c'est un film réalisé par Céline Sciamma en 2011. Donc, c'est le deuxième film de sa filmographie qu'elle sort après Naissance des pieuvres, c'est ça, oui, en 2007. Tomboy, c'est l'histoire de Laure, interprétée par Zoé Héron, donc, qui se fait passer pour un petit garçon dans son nouveau quartier. Et ça va être l'histoire de comment elle évolue dans son quartier, elle joue avec les garçons, c'est l'été, c'est la fête. Et puis comment est-ce que ce trouble identitaire se manifeste, ouais, et comment il est accepté par son entourage, sa petite sœur, ses parents, ses amis. Voilà. Donc Céline Sciamma, on le sait, c'est une cinéaste qui parle beaucoup de l'enfance. Donc le dernier film qu'elle a réalisé, Petite Maman, c'est du coup en 2021, qui parle d'une petite fille. C'est un film un peu mystique, dans les bois, c'est un peu sympa. Et puis l'enfance, elle en parle aussi dans Naissance d'une pieuvre, du coup son premier film. Qu'on a présenté au Tambour il y a 2 ans, c'était le film d'ouverture, notre premier film d'ouverture pour nous, L3 cette année. Ouais. C'est un très beau film. Ouais. Et du coup, on sent que l'enfance, c'est un sujet qui revient souvent dans sa filmographie. Voilà, dans ce film-là, c'est plutôt un milieu un peu dur, un peu compliqué. Les enfants sont gentils entre eux, et puis ensuite, ils sont un peu méchants. C'est pas forcément toujours facile, mais c'est intéressant à voir. En plus, c'est assez cohérent, c'est-à-dire que c'est à l'enfance qu'on commence à se construire et tout ça, donc ce trouble identitaire, il apparaît souvent plus à l'enfance qu'autre part. Peut-être. Je suppose. Céline Sciamma, du coup, c'est une femme qui a fait ses études à la FEMIS, donc dans la section scénariste. Et du coup, Naissance des pieuvres, c'était son scénario de fin d'études qu'elle a réalisé juste après. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle ? Elle avait pas fait un court-métrage Naissance des pieuvres, peut-être que je me trompe. Ça me dit rien. Bon alors je dis des bêtises. Peut-être, je ne sais pas. Ouais, il me semble que ce film-là, c'est son film de fin d'études, et que c'était un gros banger. On s'y attendait pas, quoi. Ouais. Et direct sortie des études, hop, elle a commencé la carrière, quoi. Mais ouais, cinéaste queer, cinéaste engagé, c'est pour ça que c'est des thèmes qu'on retrouve souvent dans ses films. Donc, par exemple, comme ça, Portrait de la jeune fille en feu. Au hasard. Vous connaissez. J'espère que vous connaissez. Si vous ne l'avez pas vu, Allez-y. Courez. Et vous avez peut-être des choses à dire. Par rapport au film, est-ce que déjà vous l'avez kiffé, vous? Wouhou, ouais. Moi, je l'ai adoré. Ah, yes. Moi, j'ai adoré le film. En fait, je l'ai vu très, très, très jeune, ce film. J'ai dû le voir quand j'avais même pas 10 ans, je crois. Et puis, en fait, on a choisi de le programmer parce que on avait envie de travailler sur le trouble dans le genre. Et donc, Raphaël, un des membres du Ciné Tambour, nous a partagé je sais pas si on peut appeler ça une anecdote, mais un fait qui l'a vachement marqué quand il était petit,
quand il était pré-ado. Et ben en fait, ils ont voulu diffuser le film dans son école ou dans son collège. Et puis il a été interdit par les je sais pas, les parents d'élèves, le comité de parents d'élèves. Parce qu'il était dans une école catholique. Voilà, catholique. Et Quelle idée aussi. voilà. Mhm. Et donc en fait, ce film, il a quand même une histoire un peu particulière parce que je sais pas, moi je crois qu'il m'a vraiment pas choquée quand j'étais petite. Enfin, je l'ai pris vraiment très naturellement. Pourtant, voilà, je viens pas d'une famille non plus artistique ou quoi, mais ouais, il a pourtant vraiment choqué les parents, les écoles, j'en sais rien. Donc il a été vraiment censuré. Voilà, c'est assez ouf. Je trouve ça ouf. Je pense que dès qu'on touche à l'enfance, en fait, c'est pas que ça polarise, mais il y a un côté épidermique, quoi. Ça augmente toujours les réactions de tout le monde dès qu'un sujet est appliqué à l'enfance. Donc je pense que c'est ça aussi, quoi, et c'est ça la qualité de Céline Sciamma, c'est d'aller s'attaquer à ces sujets sous cet angle de l'enfance qui n'est pas facile à traiter dans la société et même cinématographiquement, parce que travailler avec des enfants, c'est pas toujours, ou même des jeunes, c'est pas toujours évident. C'est quelque chose qui, elle, en tout cas, qu'elle le revendique quelque part. Et elle le fait avec brio. Elle travaille vraiment merveilleusement avec les enfants. Zoé Héran, elle est incroyable dans ce film. Puis d'ailleurs, elle a fait d'autres films après. Je sais pas si vous avez vu. Non, du tout. Mais pour revenir à ce que tu disais, Tiffaine, oui, je pense qu'il y a vraiment ce truc aussi comme c'est un sujet qui est quand même assez récent, on essaye de le démocratiser et même d'enlever le tabou en fait qu'il y a dessus. Quand tu arrives dans des milieux où c'est assez conservateur et que surtout tu touches aux enfants, donc il y a cette idée que l'enfant est innocent et donc tu dois rien lui dire on doit rien leur dire, tu vois, aux enfants, alors qu'en fait plus tu commences à parler de ça tôt, plus tu formes des adultes qui sont juste normaux, qui sont tolérants, qui acceptent et qui sont au courant aussi de ça. Et c'est là que c'est de par l'ignorance que vient la méchanceté de ça. Donc ce film est aussi important, je pense, pour le message qu'il envoie, de dire que, vous voyez, là, la gamine, elle a quoi, elle a 11 ans 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est maintenant qu'il faut commencer, c'est à cet âge-là qu'il faut commencer, même plus jeune et tout, à parler, à évoquer ces sujets et voilà. Mais je vais rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, la cruauté des enfants et des adultes, elle est vraiment, du coup, remise dans les enfants. Genre, on sent au début, tu sais, Laure, donc dans le film, qui s'appelle Michael, je vais le genrer au masculin, du coup. Oui, bien sûr. Ouais. Il va jouer avec ses potes, il joue au foot et tout, et grâce à, du coup, son amie Lisa, il est vachement vite intégré dans la bande, mais à partir du moment où on découvre qu'il devient un enfant, plus on le découvre et plus il devient un enfant bizarre aux yeux des autres enfants, en fait. Il s'enfuit pour aller faire pipi, parce que il a envie de faire pipi, mais du coup, il faut qu'il se baisse, parce qu'il peut pas juste faire ça comme ça, et il est surpris par un garçon, du coup il se pisse dessus, donc c'est déjà un enfant bizarre parce qu'on voit ça comme ça, et finalement on découvre qu'en fait il a fait semblant, qu'il a mis de la pâte à modeler dans son caleçon pour faire croire qu'il avait un pénis, et que il s'habille comme un garçon, il a les cheveux courts, alors là tout de suite on va le shame, et puis ils le poursuivent, et au final il y a quand même une scène hyper violente à la fin du film où il est face à toute sa bande, et puis t'as son amie Lisa qui doit baisser son pantalon pour montrer à tout le monde ce qu'il a vraiment, quoi. Et c'est absolument choquant. C'est hyper violent, et on le voit pas tant que ça au cinéma, surtout que c'est... je sais pas si c'est un film pour enfants, mais en tout cas... les films que je voyais quand j'étais petite n'abordaient pas ces sujets-là. Donc en fait, en ça, je le trouve hyper important, et surtout que dans sa forme, il est pas dur, c'est une histoire qui est accessible, on peut vite s'identifier. Moi, je sais que j'étais tomboy quand j'étais gamine, j'étais garçon manqué, donc en fait, ça m'a vachement parlé. Et puis dès le début du film, on voit vraiment une confrontation entre le monde des garçons et le monde des petites filles. Déjà, Michael a les cheveux très courts, sa sœur a les cheveux très longs, très plein de boucles, avec des petites perles dans les cheveux, des petites pinces. La première fois qu'on le voit, je crois qu'il porte un t-shirt bleu. Sa sœur, sa chambre est toute rouge, la sienne est bleue. Alors l'ouverture du film, il est en train de conduire avec son père, quand même. C'est un truc de mec de conduire, je sais pas.
Voilà, donc en fait, il y a toujours cette border, cette ligne entre... C'est du sexisme. Enfin, je veux dire, on sépare là les deux sexes par rapport à des codes qui ont été imposés, tu vois, et des normes de oui, le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons, et on va rester comme ça. Et on met bien une marque de différence entre les deux. Et c'est souvent là-dessus qu'en fait, après, la fluidité qui existe, en fait, elle n'est pas comprise, puisque tu les habitues, des petits, les enfants, à être en mode moi je suis une fille donc je joue avec mes copines et c'est tout, et je porte une robe rose et nanana, et moi je suis un garçon donc je joue avec des voitures, blablabla. Ouais. D'ailleurs, à la fin du film, la mère dans le film, qui est complètement oppressante et terrifiée, elle est terrifiée, cette mère. Agressive aussi. Hein. Ouais, mais c'est fou. Du coup, elle oblige Michael à porter une robe. Ouais, et aller voir tous ses copains. Ouais, voilà, en robe. Pour l'humilier. C'est pas pour l'humilier, mais c'est une forme d'humiliation du coup. Mais elle le précise. Elle dit c'est pas c'est pas pour te punir, mais tu dois porter ta robe. Genre c'est la rentrée dans une semaine, il faut que t'avoues que tu es une fille quoi. Ouais. Mais c'est ça, c'est de l'humiliation, mais je pense inconsciente un peu. Parce que même en tant que parent, t'es en mode c'est ma fille, donc j'ai une fille, tu vois, et il n'y a pas cette prise en compte que c'est ton enfant, mais c'est une personne à part entière, surtout. C'est ça qui est le plus important. C'est pas que c'est uniquement ton enfant, c'est une personne à part entière qui a sa propre construction, qui va développer sa propre identité. Et si tu peux même pas l'accepter en tant que parent, en fait, c'est l'identité qui est centrale dans le film, parce que je pense que quand en fait on pense que les enfants n'ont pas leur choix, enfin le choix de choisir leur identité, le droit de choisir leur identité. Et c'est ça dans le film, en fait, la maman, elle est là, en fait, t'es trop jeune. Enfin, je sais pas si c'est ça vraiment, mais... C'est qu'on lui laisse pas le choix, c'est plus de ça. Et ça, c'est un peu un truc ancré de les enfants, on leur laisse pas le choix de prendre leurs décisions, de donner leur avis, d'avoir des trucs, alors qu'en fait, c'est des personnes comme les autres et qui ont un avis, qui ont un esprit critique sur beaucoup de choses. Enfin, moi, je le parle en tant que animatrice, parle en tant qu'expérience, que les enfants, c'est très intelligent en fait, et ça se pose des questions sur la société, mais dès le plus jeune âge, et j'ai eu des discussions de fou, moi, sur la transidentité, avec des enfants de 10-11 ans, tu vois. Et c'est juste, ils posaient des questions. Il posait juste des questions. Et ça, déjà, c'est hyper important. Donc, quand tu dis que est-ce que ce film, il est fait pour les enfants, il peut tout dépendre de l'accompagnement que tu fais autour, en fait, et comment tu le transmets aux enfants, quel dialogue t'accompagne, et comment tu leur laisses aussi avoir une place là-dedans, de laisser leur petite voix intérieure parler aussi et donner leur avis. Et je pense que ça, c'est super important, et c'est comme ça que tu construis un être humain qui est assez équilibré par la suite, je pense, et gentil, bienveillant, voilà. Et toi, en tant qu'animatrice, tu te sentirais de présenter un film qui aborde des sujets comme ça à des enfants ? Avec plaisir. Avec plaisir. Avec le plus grand des plaisirs. Mais en fait, il faut parler de la forme aussi, parce qu'on dit que c'est pas un film pour les enfants, mais dans les images, en fait, il n'y a pas grand-chose qui est choquant. La violence, elle est explicite, mais elle est verbale, plus que physique. Et je pense que voir ce film de façon accompagnée quand t'es jeune, oui, carrément, mais juste voir ce film en fait, parce que ça parle de plein de choses, de violence, de misogynie, d'homophobie aussi, parce que à la fin, quand Lisa apprend que Michael en fait c'est Laure, elle est un peu sur le cul, elle lui parle plus, et juste à la scène de la fin où elle doit lui enlever son pantalon, elle est en mode non, je veux pas faire ça, et t'as juste les gars en mode mais t'as embrassé une fille, tu te rends pas compte, c'est dégueu, et puis elle, tu vois un switch en fait dans son regard, elle est en mode oui, ok, oui, c'est dégueu, donc je vais faire ce que vous me dites. Enfin, c'est une violence qui est... C'est hyper brutal, quoi. C'est brutal, mais c'est... Ouais, c'est... Genre... ça te laisse un peu sans voix. C'est hyper intériorisant comme truc. Et justement, sur la forme, pour aller un peu plus vers un côté d'analyse, etc., on avait parlé un peu la forme un peu particulière qu'elle prend, Siama, pour filmer ces enfants-là. Ouais, carrément, parce qu'elle explique ça dans une interview. En fait, on a l'habitude de filmer les enfants dans des plans épaules, turbulents comme les enfants, en fait. Et Siama, ce qu'elle explique, c'est qu'elle, au contraire, elle a voulu faire un contrepoint là-dessus et filmer les enfants, les encadrer, les mettre dans des plans fixes, et puis que eux évoluent, mais à travers le cadre, qu'on voit leur dynamisme et tout, mais c'est eux en fait qui donnent le rythme au film, c'est pas le montage ou la caméra qui l'impose.
Ouais, elle a un style très sobre. Même quand elle doit suivre les enfants en train de courir, c'est toujours en les remettant dans leur environnement, avec des travelling très bien calibrés, sur le côté, très beau, majestueux. Enfin, c'est vraiment, la photo est magnifique. Donc ouais, elle reste quand même dans la sobriété, même dans les moments un peu plus chaotiques, même dans les moments de baignade, sur le pont. Puis ce qui est rigolo, c'est qu'il y a vraiment une sorte de 3 rythmes différents. En fait, t'as le rythme du coup chaotique, comme tu dis, quand les enfants jouent, il y a du bruit, il y a de l'animation, ça court, ça. Il y a des moments vraiment qui bougent plus, quoi. Elle suit les pieds des enfants qui jouent au foot, tout ça. Et à côté de ça, t'as les plans plus intimistes où Michael joue avec sa sœur. Et c'est trop mignon, quoi. Ils sont juste tous les deux ensemble et c'est vraiment des beaux moments de fraternité, genre juste entre un frère et une sœur. Et il y a les moments où Michael est tout seul, qui sont des moments hyper calmes. Et vraiment, tu vois tout le schéma qui se fait dans sa tête, quoi. Il gamberge à fond, il se regarde dans le miroir, il se touche, il essaye de comprendre. Et il est vraiment extrêmement calme. Et c'est des moments où il n'y a jamais de musique. C'est des moments où vraiment, toujours, on est dans l'introspection. Et c'est hyper... Ouais. Il y a une musique un peu électro. Ouais, il y a une musique de Parawan, qui est le compositeur attitré des films de oui, c'est vrai. Siama. Et oui. Ouais, c'est la scène où il joue avec Lisa. Dans les 5 diables, je crois qu'il y a une musique de Parawan. Ah ouais, peut-être. Mais ouais, c'est un moment hyper mignon entre vraiment les 2 enfants qui sont là, ils dansent et voilà. Elle est super cette scène, c'est super. Moi, je sais pas si on peut revenir sur ce moment-là. Je sais pas si ça va être gardé au montage. C'est quand Michael prend sa douche avec sa sœur et qu'il se lève et que du coup on le voit nu. Je sais pas, vous en pensez quoi vous de ça? En fait, je crois que c'est la première fois qu'on sait que c'est. Est-ce qu'on l'a appelé Laure avant? Je crois que c'est la première fois qu'on sait que... Alors, on l'a pas appelé Laure, mais on a entendu la mère dire oh les filles et tout. Ah oui, tout. Donc okay. en fait, on a déjà des indices de genre. Ouais. Ok. Moi, ça m'a marqué en fait de l'avoir nue comme ça. Elle est pas forcément, elle est pas du tout sexualisée. Non. Elle est en plan large dans sa salle de bain, elle se lève, elle met une serviette et elle s'en va, elle se sèche, elle s'en va. Mais bon, moi je trouve ça intéressant, mais j'ai pas de piste d'analyse en fait. Donc j'ai un peu lancé ça comme ça. Bah, j'ai envie de te dire, heureusement qu'elle est pas sexualisée parce que ça reste une gamine. Ouais, bah, bien sûr, mais après tu rigoles, il y en a plein qui le font. Donc, ouais, non, mais bien sûr, je dis pas, mais de la part de Céline Sciamma, ça aurait été un petit peu bon. Bah dis donc, comment ça? On va peut-être pouvoir conclure, mais avant, je crois qu'il y a quand même une anecdote dont on est quand même hyper content de partager, c'est qu'il y a un acteur fantastique dans ce film. Un acteur fantastique qui joue le père de Michael et qui n'est autre que Mathieu Demy, qu'on a déjà vu. Bah du coup pour nous il y a genre 2 semaines je crois, mais pour vous il y a un bout de temps maintenant dans Une chantre l'autre il était Zorro dans L'une chantre l'autre pas qu'on a présenté avec Amandine. On a vu la version Bébou. La version Bébou de Mathieu Demy. C'est clair. Là, c'est pas le même type de rôle. Non, mais il est quand même un bon père. Ah bah oui. Genre, il est calme. C'est vraiment le contraire de la mère qui est vraiment là, elle les reprend toujours. Hein. Elle les reprend. Elle est passive-agressive, quoi. Vraiment, c'est ce qui la représente. Et à côté, t'as Mathieu Demy qui est très calme, qui lui dit... il est hyper compréhensif et vraiment, il dit c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est juste ta mère qui réagit comme ça. Enfin, t'inquiète pas, ça va aller. Et vraiment, juste, il est adorable. Ouais, mais pour le rôle de la mère, il contraste vraiment complètement avec le rôle de la mère, dont l'actrice, je ne connais pas le nom. Vous l'avez pas? Bon, je vous laisse chercher ça sur votre téléphone. Mais ouais, l'actrice qui en fait, moi j'ai vraiment senti cette présence agressive qui sort les enfants de leur monde d'enfants, toujours à remettre les choses comme elles doivent bien être. Enfin, comme en fait la plupart des mères, leur rôle c'est quand même de garder leur domestique bien tidy, bien propre, bien rangé. En fait, c'est ça, tout doit être rangé, tout doit être dans la case. Et c'est ça, c'est les enfants, sortez du bain, les enfants, faites ci, faites ça.
Donc ouais, moi j'ai vraiment senti comme ça le rôle de la mère. Mais toutes les mères Mais- dans le film sont comme ça. Hein. T'as vraiment ce truc-là Ouais. de chaque mère qui est vraiment à la porte de l'appartement. Donc la mère de l'enfant qui s'est fait tabasser, qui vient dire vois-tu, Ouais. ça a tabassé mon enfant, blablabla. Il y a vraiment des confrontations entre parents. Entre Daron. Et est-ce Entre que c'est Daron. pas de la part de Cynthia une espèce de un peu sa propre expérience à elle qui ressort, genre je veux dire par exemple dans le lien maman-enfant. Peut-être. Est-ce que C'était vous, avez, une piste vous à- savez pas? Est-ce que c'est une piste Moi, à j'ai aller pas creuser? de Non, réponse je sais là-dessus. pas, peut-être des momies choses. Hein. Ce serait étonnant, tiens. Dis donc. Bah non, parce que c'est ce qu'on voit avec la plupart des films qu'on a pu présenter. Enfin, dans la majeure partie des cas, moi je repense à la séance qui date un petit peu maintenant aussi, mais celle autour de la mort, où nos deux films sont quand même un Ouais. peu des expériences. C'est-à-dire que les réalisateurs prennent un peu des expériences d'eux-mêmes pour Ah créer bah, leur bien sûr. univers. Et du C'est coup, genre euh, 6 quoi. C'est un film queer. Les queers, bon, voilà. là, Ouais. Céline Sciamma, oui, c'est vrai que c'est pas Elle la... va pas faire des films sur les hétéros, quoi. Je veux dire, elle Non. n'a aucun intérêt. non plus sur les hommes cis Non plus, blancs, aucun intérêt de faire un film sur eux. Enfin, je veux dire. De base, aucun intérêt. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je pense que c'est un sujet qu'il faut peut-être un peu plus traiter au C'est cinéma. vrai qu'on le voit pas trop au Quand cinéma. même. Monsieur Ah. Donatien. Les mâles blancs cis hétéros, c'est vrai Not qu'on en voit all pas men. trop. 50 ans, Tu n'étais pas invité dans ce débat, Donatien. je trouve qu'on manque un peu de représentation. Allez, on va écouter Donatien. Et puis, on va aller dans un autre monde. Ouais, on va remercier Céline Sciamma et Ouais. on va pouvoir passer à Victor Victoria. Et pour le coup, qui est un monde d'hommes. Donc Victor Victoria, réalisé par Black Edwards en 1982. Tiffen, est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Ouais, carrément. Bah, en fait, c'est contrairement au film de Sciamma dont on vient de parler, qui était, je dirais pas dur, mais très sérieux. Bah là, on est dans le monde des fantaisies à Paris, quoi. Et du coup, bah, c'est ça qu'on avait envie de retranscrire dans la programmation. C'est ces deux côtés du trouble dans le genre. Donc en fait, dans le Black Edwards, on est dans les années 30. On suit Toddy, au début, un homosexuel quinquagénaire, ancien roi du gay Paris. Il prend sous son aile Victoria Grant, une chanteuse d'opéra qui connaît les dures lois de la vie de bohème. Il se fait le défi de la faire passer en quelques semaines pour un héritier polonais qui excelle dans les numéros de travesti. Une femme qui se transforme en homme, qui se transforme en femme. Il en faut plus pour arrêter Victoria, qui renaît soudain sous les traits de Victor Grzelski, nouvelle coqueluche des nuits parisiennes. Je reprends mon... mais tout irait pour le mieux si Victor n'avait pas tapé dans l'œil de King Marchand. Macho, mafieux, toujours flanqué de sa blonde Norma et de son garde du corps, et qui se voit troublé par cette attirance contre nature. C'est contre nature, hein. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Blake Edwards, peut-être, Donna? Oui, du coup, Blake Edwards, c'est un très grand réalisateur de comédie hollywoodienne. Il commence sa carrière à la fin des années 50, mais c'est surtout dans les années 60 qu'il va faire les films qui ont le plus marqué l'histoire du cinéma. Il y a évidemment Diamant sur canapé, avec Audrey Hepburn, qui est peut-être son film le plus connu, mais il y a surtout ses collaborations avec l'acteur Peter Sellers, qui s'étale déjà sur une immense saga un peu bordélique mais passionnante, qui est la saga de la Panthère Rose, qui commence donc dans les années 60, avec voilà, avec du coup donc Peter Sellers qui joue l'inspecteur Clouseau, et avec la musique donc qui nous a magnifiquement été chantonnée, musique d'Harry Mancini, qui va accompagner Blake Edwards sur une grande partie de sa carrière. Ouais, dont le film qu'on présente aujourd'hui. Exactement. Dans les années 60, on peut aussi citer La Partie, toujours avec Peter Sellers, qu'on a déjà diffusé au Tambour et qui est peut-être, pour moi, l'une des 5 plus grandes comédies américaines qui mais oui, c'est le existent. film avec l'éléphant dans le salon. Ouais, exactement. Excellent, avec ce Peter film. Sellers qui joue en indien. Dingue, complètement dingue. C'était fou. Ouais, bon, le brown face ou le black face, je sais pas, mais... Red bon. face. Voilà. Oui, qui c'est est- Ouais, si pourquoi je vois pas. un indien, oui, c'est Red qui Face. est- C'est border. Non, parce que c'est un indien d'Inde. Oh merde.
Donc Ah, c'est un oui, brown allez. face. Oui, voilà, c'est ça. On est Voilà. problématique. On Mais- est problématique, cancellez-nous. Voilà, on cancelle, vous pouvez sortir de la salle, s'il vous plaît. C'est la fin du podcast. Non, et du coup, voilà, il y a ce film-là, il y a des films comme La Grande Course autour du monde, Qu'as-tu fait à la gare, papa. Et après, il continue quand même sa carrière, mais c'est vrai que dans les années 70, il fait d'autres films très sympathiques, mais qui ont peut-être moins marqué. Et donc, on arrive en 82 avec Victor Victoria, qui est le film dont on parle aujourd'hui, qui est un film, je crois que tu as parlé d'un pari de carton-pâte, Ouais, l'heure. qui est un film quand même grosse production, Ouais. comédie musicale, c'est pas sa première évidemment. Il retrouve Julie Andrews qu'il avait fait tourner dans son film précédent SOB, Qui joue Mary Poppins, d'ailleurs. qui joue aussi Julie Mary Andrews. Poppins. Entre autres. Ouais, entre autres entre choses. Et voilà, donc du coup là c'est l'idée d'un grand spectacle, quoi. On retourne vraiment Blake Edwards, des gros moyens du grand spectacle, et ça fait plaisir. En fait, Victor Victoria, c'est une adaptation d'un film muet allemand qui s'appelle Victor und Victoria par Reinhold Schun. Un accent. J'ai pas d'accent, je parle T'as pas fait allemand. allemand LV2 Non, vraiment, je fais Ça s'entend. espagnol. Reinhold Schunzel en 1933. Il a qui a co-réalisé ensuite une version française en 1934 sous le nom de Georges et Georgette. Voilà, je vous apprends un truc. Trop bien. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de ça, de réadaptation allemande, française, tout ça. Donc, bon. Et ensuite, Victor Victoria est adapté à Broadway en 95 par Edwards lui-même. Oh. Voilà pour l'histoire du Trop film bien. un peu. Ouais, carrément. Parce que c'est un film musical du coup. C'est un film Oh. musical, d'abord allemand, puis ensuite en France, Georges et Georgette, puis ensuite Blake Edwards qui réalise le film, qui l'adapte, et ensuite une petite comédie musicale à Trop Broadway. bien. C'est Carrément. Mais c'est un film musical, c'est pas une comédie musicale à proprement parler, dans le sens Oui. où Oui. vous l'avez vu au tambour avec nous, mais c'est des numéros musicaux, c'est-à-dire que la musique fait partie de la diégèse du film, mais ça reste quand même des grosses scènes musicales, même si le côté fantasque est justifié par le scénario, par l'idée que c'est sur scène, par l'idée que c'est aussi le monde gay, donc il y a ce côté très coloré, foufou, fofolle. Le Camp. Gay Paris. Exactement. Ouais, c'est un peu camp. Je pense, ouais. C'est complètement camp. Ouais. En fait, moi, j'ai noté dans mes petites notes que c'était une œuvre qui fonctionnait sur le principe du chiasme devenu fou. C'est des personnages dont les spectateurs savent ce qu'ils sont, ils jouent à être autre chose, tandis que d'autres personnages les croient ou les narguent, et puis les choses s'emballent, elles tournent, elles se bouleversent et puis se rétablissent. Et derrière cette légèreté, c'est vraiment l'ordre moral coutumier qui est mis en doute et qui est ébranlé. Est-ce qu'on peut rebondir là-dessus Oui, non, mais tout à fait. C'est vraiment un film qui peut paraître surprenant à voir aujourd'hui pour l'époque, s'il est il est quand même très irrévérencieux sur les questions de genre. Du coup, on avait diffusé aussi un film d'Ernst Lubitsch avec Serenada 3. On fait le lien avec tout un cinéma allemand. Ernst Lubitsch, donc est lui-même allemand, a commencé dans le cinéma muet, a fait lui-même un film sur les questions de genre qui s'appelle un film muet et qui s'appelle J'aurais voulu être une femme, si je ne me trompe pas de titre. Ok, je savais pas. Et donc, oui, très Marion, si vous êtes là. alors peut-être c'est les traducteurs français qui voulaient pas s'embêter, ou peut-être le film s'appelle comme ça en allemand. J'ai pas non plus fait LV2 allemand, mais Si, donc, du coup, pour- hablo espagnol. Hablas espagnol de nation. Si. Ya. Et non, et du coup pour moi dans le Blake Edwards il y a aussi toute cette inspiration, tout ce cinéma très irrévérencieux comme du coup Serenada 3 où on utilise le quiproquo et le côté vaudeville et puis une ambiance très très exagérée. Il y a quand même un côté complètement cartoon avec le personnage, alors j'ai plus son nom, mais de cet acteur que vous avez forcément vu au cinéma, ne serait-ce que dans Le sens de la vie de Monty Python. C'est l'acteur qui vomit sur le menu. Oh mon Et Dieu. il joue mon aussi Dieu. dans Victor Victoria. C'est du coup cet acteur qui n'est connu que pour des apparitions de personnages très gros. Voilà. Et il est aussi dans Victor Victoria pour montrer, alors c'est pas une blague sur le fait que certaines personnes meurent de faim, mais c'est aussi voilà ce côté, il n'est pas là par hasard, et ce côté hors norme quoi, du personnage et du film. Et donc il y a ce côté, grâce à la comédie, on fait passer
tout et n'importe quoi, comme le faisait Lubitsch ou dans certains lame shows Billy Wilder. Et donc voilà, il y a cette relation homosexuelle entre du coup Victoria devenue Victor et tu l'as King dit, Marchand, du coup, King Marchand. Sauf que c'est acceptable parce que nous, spectateurs, on sait que c'est au final, au départ, entre guillemets, une femme cis, mais quand même pendant une partie du film, on nous montre deux hommes qui jouent avec le genre et qui sortent ensemble, et un personnage qui est censé être la représentation la plus exagérée de l'hétérosexualité parce que c'est un mafieux, un gros macho, c'est un gros bonhomme qui a ses hommes de main et qui en fait du coup est troublé par tout ce trouble dans le genre. Et vous avez vu le film, ce retournement de situation à la fin avec l'homme de main aussi. Enfin, voilà, c'est un film qui est rempli de surprises et pour pousser toujours un peu le curseur. C'est probablement le film de Blake Edwards le plus irrévérencieux pour l'époque. Ça apporte de la légèreté et la comédie du coup d'un côté aussi sur un sujet comme ça parce qu'on est quand même dans les années 80 du coup. Est-ce que vous avez des infos sur la réception du film à l'époque ? Du tout. Ah, dommage. Je crois que le film a eu un bon succès. Ouais. Surtout que Edwards, il revenait à ce moment-là d'un moment de creux, d'échecs commerciaux en fait. Mm-hmm. Et c'est un peu le film qui l'a refait gagner en crédibilité hollywoodienne. Ouais, il y avait eu SOB avant qui avait quand même un succès critique, parce qu'il avait reçu des prix, mais je crois qu'il n'avait pas eu un gros succès public, parce qu'il y avait ce côté, vu que c'est un film sur la production de films, ce côté un peu entre soi qui a le monde du spectacle, trop accroché. Alors que là, justement, il va chercher le monde du spectacle, mais pas dans sa dimension critique. Parce que SOB, c'est aussi pour montrer tout ce qui marche mal, mais plutôt dans cette dimension du spectacle vivant sur les planches, et là où il y a une liberté totale. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi cet appel à la liberté pour un cinéaste qui, quand même, a toujours été un filmeur très libre sur ses thèmes et sur son énergie. Il y a un côté parfois un peu foutraque dans le cinéma de Blake Edwards. Et donc je pense qu'il est vraiment en admiration dans ce qu'il filme, dans ce monde du théâtre, dans toute cette liberté. En même temps, une comédie musicale avec Julie Andrews, je pense que n'importe qui va voir ce film. Enfin, je veux dire, c'est Julie Andrews. Eh ce que tu dis est bien vrai, parce que ça parle du public, mais ce que je vois aussi, du coup, que le film a eu quand même l'Oscar de la meilleure musique de film. Donc, comédie musicale, c'est-à-dire qu'il y a de la bonne musique, c'est forcément. Julie Andrews a eu le Golden Globe la meilleure actrice. Oui. Et donc voilà, tout est lié en fait. J'adore cette femme. Et César du meilleur film étranger en 83. C'est pas vrai. Est-ce qu'on s'en doutait ? Bah oui. On s'en doutait. Bah voilà. Parfois, les Français ont du goût. C'est intéressant parce qu'à l'époque, par exemple, avec R de Miloš Forman qui sort en 79, on essaie de vraiment prendre un contre-pied aux comédies musicales classiques hollywoodiennes, par exemple du Vincente Minnelli, pardon, alors que Blake Edwards il fait un vrai hommage à ces comédies. Avec vraiment des touches de théâtre de vaudeville impressionnantes. Donc vraiment, il reste dans cette esthétique que nous, on adore au tambour. Et voilà. Et sinon, je crois que tu avais des petites anecdotes aussi, Mila. Moi j'avais une question sur la scène des cafards. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu sur ce qui se passe dans cette scène-là ? Il y a plusieurs scènes autour des cafards. Il y a une espèce de running gag en fait, le personnage de Victoria, n'ayant pas d'argent, se sert des cafards pour ne pas payer ce qu'elle doit. Et donc, elle met des cafards à différents endroits pour après dire que c'est honteux, il y a un cafard. Donc, elle va au restaurant et puis elle met un cafard dans les plats pour après dire je vais pas payer ça, il y a un cafard. Et je trouve ça hilarant, une technique à retenir, pourquoi pas, quand les fins de mois sont compliquées. Tu mets un cafard dans ta poche et tu le sors n'importe quand. Et oui, mais l'anecdote est rigolote, c'est parce que les cafards qui sont employés dans la scène, ils étaient plongés dans un coma lié au froid nécessaire à leur conservation. Et ils ont été disposés dans la pièce pour la prise et réchauffés à l'aide d'un sèche-cheveux. Donc c'est quand même waouh. Et apparemment pour Julie Andrews ça a été assez compliqué
parce qu'elle déteste ça en fait les cafards. Donc ça a dû être assez pénible comme scène à tourner. Et sur cette belle anecdote, avez-vous une dernière petite chose à nous dire sur ce magnifique film? Moi, je dirais Nobody's Perfect. Voilà, petite ref à Certains Lem Show dont je parlais tout à l'heure, vous vous êtes moqué de moi, mais voilà, je la sors maintenant. Il y a une petite ref à Certains Lem Show dans Victor Victoria, parce que dans le premier baiser entre nos deux personnages principaux, entre King Marchand et Victor, il dit peu importe que vous soyez un homme. Et donc voilà, moi je pense direct à Certains Lem Show, la dernière phrase, où je sais pas, le compagnon de notre personnage qui est un homme dit Nobody's perfect. Et voilà, petit fondu, fin, the end. Et voilà. Je trouve que c'est un très bon mot pour la fin. Ouais. Bravo. Merci à C'était tous. sympa. Merci. Merci à toi. On Merci se à toi, dit, Mia. on se dit à la semaine prochaine pour le dernier podcast du Ciné Tambour. En tout cas de cette année, Ouais, de cette année. Scolaire 2024. Et puis voilà. pour la dernière séance, du coup, venez nombreux et nombreuses Ah pour oui. cette séance Kung Fu autour de la nourriture. Ça va être assez exceptionnel. Il y On va aura bien des choses manger. à gagner. Ça va être assez sympa, je pense. Ouais. Donc on vous attend nombreux. On va terminer l'année en beauté. On espère que vous serez là avec nous. Merci. Merci.